Renault. Et si en 2024, on reparlait voiture à vivre? Et si l'on parlait de Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid? Jusqu'à 1000 km d'autonomie, toit en verre panoramique opacifiant Solar Bay, volume de coffre jusqu'à 624 litres, système Open Air Link avec Google intégré et plus de 50 applications et jeux disponibles. Découvrez Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid pendant les portes ouvertes du 12 au 16 septembre. Selon version, voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault. Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 47, La rivière froide, l'Armageddon du IVe siècle. L'écrivain Ruffin d'Aquilée est l'un des tout premiers auteurs chrétiens à nous laisser un compte-rendu de la bataille de la rivière froide dans son œuvre L'Histoire ecclésiastique, écrite 8 ans après les faits, autour de 402. Et je cite: « Or, les impies auront peut-être du mal à le croire, mais il est établi qu'à la suite de la prière que l'empereur dit à Dieu, un vent d'une telle violence s'éleva qu'il retourna les traits ennemis sur ceux qui les avaient lancés. Le vent continuait à souffler avec une telle force que tous les missiles ennemis restaient vains, et l'esprit des adversaires était brisé, ou plutôt frustré par le ciel, malgré les efforts courageux du général Arbogast, qui luttait en vain contre Dieu. » Ruffin d'Aquilée, Histoire ecclésiastique, livre 11. La bataille de la rivière froide est l'une des batailles les mieux documentées du IVe siècle. Un grand nombre d'auteurs chrétiens et païens de la fin de l'Antiquité relatant ce combat comme le triomphe ultime du christianisme sur le paganisme. Non seulement parce que c'est l'empereur très chrétien qui obtient la victoire sur les troupes d'Arbogast et d'Eugène en septembre 394, mais surtout parce que le cours de la bataille est littéralement renversé par l'intervention divine manifestée par la tempête qui se lève le 6 septembre 394 dans les Alpes slovènes. Mais est-ce bien le cas? À la manière des rumeurs propagées au XXIe siècle sur Internet, la fréquence d'une information ne garantit pas toujours son authenticité. En réalité, la première mention d'un vent apparaît seulement quelques mois après la bataille, dans un sermon prononcé par l'inévitable Ambroise de Milan. L'évêque se félicite de la victoire de l'empereur chrétien Théodose, mais indique que le vent a soufflé avant la bataille et a simplement démoralisé l'ennemi. Quelques années plus tard, c'est le poète païen Claudien qui reprend la thématique dans un discours poétique à la gloire du fils de Théodose et qui, très inspiré, place avec lyrisme le coup de vent personnifié par le dieu païen Éole qui vient bouleverser le déroulement du combat. Un beau morceau de bravoure, repris donc autour de 402 par l'auteur chrétien Rufus d'Aquilée, qui reconstruit sa propre version avec le coup de vent magique envoyé par Dieu cette fois, sous l'effet de la prière de Théodose pour lui donner la victoire face aux païens d'Arbogast. Et c'est cette version spectaculaire qui s'est imposée comme la vérité officielle, puisqu'elle a été ensuite reprise et amplifiée par tous les auteurs antiques successifs, chrétiens comme païens, au point où on a fini par faire de la rivière froide la grande victoire du christianisme sur le paganisme. Pourtant, au-delà de cet épisode, rien ne prouve que cette guerre ait été autre chose qu'une bonne vieille usurpation d'un commandant militaire s'appuyant sur les élites civiles et les troupes de l'Ouest pour s'émanciper de la tutelle d'un empereur d'Orient, décrit par ses opposants occidentaux comme incapable de s'occuper de cette région et de protéger ses populations au IVe siècle. D'ailleurs, la bataille de la rivière froide ne marque pas vraiment un quelconque point de basculement dans la propagation de la foi. Le mouvement était enclenché bien avant que la première flèche soit décochée en Slovénie moderne, et la reconstruction tardive de la bataille, comme le grand triomphe du christianisme, s'accorde mal avec les faits. Théodose était déjà en train de mener ce combat de la dépaganisation,
phénomène au long cours qui s'est plutôt accéléré avec la crise de Thessalonique en 390 que plutôt la bataille de 394. Au final, s'il y a bien d'éléments marquants à noter avec cette bataille, ce n'est ni le vent, ni le projet religieux, mais bien la barbarisation profonde de l'armée romaine. La rivière froide, sans qu'on dispose de chiffres précis, semble constituer un véritable cap, avec une majorité de troupes et de chefs mentionnés d'origine barbare, qu'il s'appelle à l'ouest Arbogast avec ses Francs, ou Stylicon le Vandale et Alaric le Goth du côté de Théodose. Le mouvement enclenché de barbarisation ne s'est donc pas ralenti en XXIVe siècle, bien au contraire. Mais plus que ça, cette bataille marque surtout la fin de la présence systématique de l'empereur romain sur les champs de bataille, car Théodose, qu'on suppose à la manœuvre ce jour-là et pas seulement par la prière, va décéder seulement quelques mois plus tard. Et avec lui s'interrompt la longue tradition ouverte des siècles plus tôt avec un empereur toujours à la tête de ses troupes, qui s'est poursuivi au IVe siècle, à la suite de Constantin le Grand. Tous ses successeurs ont fait leurs armes sur le champ de bataille, qu'ils soient des héritiers comme Constance II ou Julien, ou choisis justement pour leur expérience militaire comme Valentinien ou Théodose. Or, cette longue tradition va commencer à s'interrompre avec la mort de l'empereur, car ses deux fils et la plupart de leurs successeurs sur le trône vont peu à peu se cantonner strictement à un rôle civil, littéralement barricadés dans leur capitale et incapables de mener la moindre armée sur le terrain. Un retrait qui laisse progressivement le champ libre à des généraux ambitieux, barbares de surcroît, capables de prendre vraiment les manettes du pouvoir en transformant l'empereur en simple pantin, spectateur des véritables luttes de pouvoir. Une situation nouvelle qui s'impose après la rivière froide jusqu'à ce que certains militaires barbares, plus braves ou plus réalistes que les autres, décident qu'à la fin du 5e siècle, il est vraiment temps à l'ouest de tourner la page sur les reliques inutiles du passé que sont devenus les empereurs romains.